Société, droit et liberté avec Frédéric Bérard à C'est jamais pareil. En connaissez-vous des chroniques qui abordent à la fois le hockey, les livres et les dépenses publiques? Ça va être le cas ce matin pour les prochaines minutes avec Frédéric Bérard, avocat, docteur en droit et chroniqueur. Bonjour Frédéric. Salut Frédéric. On va revenir sur l'annonce qui monopolise des réactions, des textes, plein de choses depuis hier. Québec qui va subventionner la tenue dans la ville de Québec d'une partie du camp d'entraînement des Kings de Los Angeles à l'automne 2024. Facture du projet, pour l'instant, entre 5 et 7 millions de dollars. Qu'est-ce que tu penses de cet événement qui a été annoncé hier? Aïe, 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 j'ai comme l'impression que le gouvernement Legault a perdu sa boussole, hein? Lui qui était si efficace pour deviner les humeurs de la population. J'ai comme l'impression que s'il va faire un tour sur X ou Facebook aujourd'hui, il va être un peu déçu parce que franchement, la volée de bois vert qu'il reçoit, écoute, je trouve ça très, très, très malhabile. Compte tenu du fait qu'on le sait, hein, on est en négociation avec les employés du secteur public. On sait aussi, hein, on se souvient, la hausse qu'ont reçu les députés en juin. Tout ça fait en sorte que c'est très difficile après d'aller leur dire, comme l'a dit le ministre Girard la semaine dernière, on n'a plus d'argent dans les coffres, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse et tout et tout. Donc voilà, je pense que c'est excessivement malhabile et je te dirais que si cette décision-là avait été prise peut-être en 2018 ou 2019, on en parlerait beaucoup moins, ça aurait passé beaucoup mieux, mais compte tenu peut-être de l'usure du gouvernement Legault actuellement, c'est souvent ce genre de petites choses, là, parce qu'on s'entend que 5-7 millions, c'est une poignée de change là, sur le budget annuel du Québec, mais ce genre de symbole-là marque beaucoup plus vers la fin d'un régime qu'au début. Et si le gouvernement avait investi, je sais pas moi, 500 000 $ ou juste 1 million de dollars, dans le contexte et dans ce que tu nous as expliqué, est-ce que la réaction serait la même à ton avis? Peut-être un peu moins importante, mais j'ai l'impression, moi, qu'on est plus au niveau du symbole qu'au niveau du fric à proprement parler. Surtout, Frédéric, n'oublie pas que de ce qu'on vient de savoir, c'est que le Canadien avait proposé d'y aller pour jouer gratuitement et qui avait essuyé un refus. Moi, j'ai comme l'impression qu'il y a peut-être du Québécois là-dedans, là, derrière cette décision-là, parce que l'attachement pour le Québec envers les Kings est, disons-le franchement, à peu près inexistant. Hein, il y a Luc Robitaille, là, qu'on aime bien, là, mais il a quand même pris sa retraite il y a ça, une vingtaine d'années. Il y a des joueurs québécois comme Dano, Dubois, qui sont sympathiques, mais qui sont quand même pas des icônes au Québec. Donc, quelle est l'idée d'aller dépenser cet argent-là pour un club étranger américain sans attachement versus le Québec, alors que le Canadien offrait la même chose pour rien, en fait, essentiellement. Donc ça, pour moi, c'est tout à fait, comment je dirais, très, très, très particulier. Et pour le reste, pour répondre à ta question, justement, je pense qu'on est dans le niveau du symbole à 100%, là, peu importe la somme investie. Je sais que tu aimes le hockey, tu es amateur de hockey. Question piège pour toi. Si, par exemple, l'an prochain, tu es dans le coin de la vieille capitale, comme par hasard, et qu'il y a un de ces 2 matchs présentés là-bas, et que quelqu'un te propose des billets pas chers, est-ce que tu y vas? Écoute, moi, je suis effectivement maniaque de hockey. Donc, malheureusement, je dois dire qu'il y a des bonnes chances que j'y aille, oui. Même si les billets étaient un peu plus chers que moins chers, j'irais possiblement. Mais ce qui est achalant, par contre, Frédéric, c'est que depuis quand on a besoin d'investir des millions de dollars pour des matchs préparatoires écoute, la Ligue nationale, ça va plutôt bien, là. Je ne sais pas si les gens sont au courant, là. Mais les Sénateurs d'Ottawa ont été vendus pour 950 millions il y a de ça quelques mois à peine. Et c'était un des clubs qui en arrachait le plus il y a 5 ans environ. Il valait à peu près 250 millions. Donc, la valeur des organisations a explosé. Alors, donner cet argent-là, bien que symbolique, à un club américain, franchement, c'est fâchant. Qu'on aime le hockey ou non, évidemment. Bon, on quitte la glace pour aller sur la glace politique et littéraire. L'ex-députée Catherine Dorion qui a fait paraître un livre choc qui provoque des remous au sein de la classe politique, la classe médiatique et au sein de son ancien parti, Québec solidaire. Au-delà des controverses et des déclarations du livre, Frédéric, est-ce qu'il y a des leçons à retenir du message que veut nous envoyer Catherine Dorion? Ça, c'est une très, très bonne question, Frédéric. Honnêtement, oui, il y a des messages, mais malheureusement, je dois dire, en tout cas, du moins à mon avis, peut-être que je me trompe, mais que la messagère est brûlée, hein, puis ironiquement, c'est le titre de son livre. Alors, étant brûlée comme messagère, est-ce que le message va porter? Franchement, j'en doute. Et pourquoi elle est brûlée comme messagère?
Moi, je ne crois pas du tout à la thèse de la victime, honnêtement. Je crois que Catherine Dorion, et je le dis gentiment, là, a gaspillé un capital de notoriété qu'assez peu de députés ont réussi à avoir dans l'histoire du Québec. Et je dis pas un capital de sympathie, je dis un capital de notoriété, de visibilité, c'est pas la même chose. Et elle l'a gaspillé avec des sparages un peu infantiles. Par exemple, le coton ouetté, la tuque, des vidéos montrer des poils en dessous des bras, des cossins du genre, alors que très clairement, elle aurait pu utiliser ce capital pour faire avancer des causes sociales, notamment l'environnement, les questions sur le réchauffement climatique, les inéquités sociales et autres. Ce qu'elle n'a pas fait, c'est son choix. Alors d'arriver aujourd'hui puis nous dire le système ne marche pas, il est sclérosé, tati, tata, je veux bien en partie, c'est probablement vrai, en partie, peut-être même en bonne partie, mais pour que le message porte, il aurait fallu qu'il y ait une certaine crédibilité rattachée à la messagère. Et pour avoir cette crédibilité-là, il faut avoir essayé au moins quelque chose, ce qui n'a pas été le cas. Et est-ce que l'apparition de ce livre va influencer d'une quelconque manière le prochain congrès de Québec solidaire prévu à la fin du mois de novembre? Ça, c'était un peu la vacherie qui était prévue, disons-le franchement, par Dorion, parce que c'est pas un hasard. Là. Elle a sorti le bouquin 2 semaines avant le congrès en question, sachant qu'elle allait avoir un vote de confiance pour Nadeau-Dubois. Moi, j'ai l'impression, Frédéric, puis on le verra à l'usage, mais probablement que on est ici en présence du phénomène de l'arroseur arrosé, parce que Nadeau-Dubois, actuellement, de ce que j'ai pu voir, du moins, bénéficie, lui, d'un capital de sympathie qui n'existait pas il y a 3-4 jours à peine. Les députés de QS se rallient derrière lui. Plusieurs militants, notamment l'ancien attaché politique de Dorion, là, qui l'a carrément ramassé sur les médias sociaux. Tout ça fait en sorte que Nadeau-Dubois a aujourd'hui l'air de la victime, alors que Dorion avait essayé, dans son bouquin, de le dépeindre en bourreau. Mais évidemment, on verra qu'est-ce qu'il y en est côté vote de confiance. Mais pour le reste, moi, j'ai l'impression là, que tout ceci est en train de se revirer contre la protagoniste principale. Et terminons avec une nouvelle qui émane de Montréal, mais qui a fait beaucoup de vagues. Ce départ de Dominique Olivier, en fait, elle était à la tête de l'Office de consultation publique de Montréal auparavant. On sait qu'il y a eu des révélations sur les dépenses dans tout ça. Et là, elle était à la présidence du comité exécutif. Elle démissionne. Pour les bonnes raisons, pour les bonnes justifications, ce sera donc aux contribuables, au public de juger. Mais qu'est-ce qu'on pense de cette saga? Est-ce que ça aura d'autres répercussions? Moi, tu vois, Frédéric, ce qui m'inquiète le plus là-dedans, c'est que, en fait, il y a un côté très... on peut voir le verre à moitié plein comme à moitié vide. Je vais commencer par le moitié plein. Comment cette histoire est sortie? Elle est sortie par du journaliste d'enquête de Québécois, et je leur lève mon chapeau. Ça a pris des journalistes qui sont allés sur le terrain, qui ont ramassé de l'information, qui ont vérifié l'histoire pour la rendre publique. Et là, clairement, il y a une reddition de comptes qui s'est opérée. Et ceci, et ça c'est le verre qui est à moitié plein, démontre toute l'importance d'un média indépendant qui fait justement son job de contre-pouvoir. Là, tu vas me dire, OK, mais où est le verre à moitié vide? Il est ici. C'est qu'on voit qu'avec la crise médiatique qui nous occupe actuellement, notamment, pas particulièrement, mais notamment en région, il y a de moins en moins de journalistes sur le terrain qui font leur job de quatrième pouvoir, ce qui fait en sorte que malheureusement, possiblement qu'il y a d'autres politiciens, d'autres entreprises et autres qui pourraient être tentés d'y aller peut-être un peu fort sur la carte de crédit des fonds publics, sachant qu'il n'y aura probablement pas de reddition de comptes. On le voit aussi, puis là, je parle pas juste des coupures à TVA, je parle de manière très, très générale. Le journal Métro où je travaillais a fermé aussi. On sait qu'il y a plusieurs hebdomadaires régionaux qui en arrachent, qui ne sont plus livrés à domicile, notamment. On sait ce que Méta fait avec les nouvelles en question. Donc, tout ça pour dire qu'on est dans une époque où cette même reddition de comptes-là, qui est opéré par le quatrième pouvoir, risque d'être de plus en plus difficile. Mais lorsque des personnes éclaboussées comme Mme Dominique Olivier quittent, et là, elle avait des raisons, lorsqu'elle a justifié, elle a parlé des courriels qu'elle a reçus, la pression, mais est-ce qu'ils comprennent réellement les sources de la colère de l'opinion publique dans tout ça, reliées à leurs dépenses, à leur comportement? Est-ce qu'ils le comprennent lorsqu'ils quittent des fonctions comme ça? Ça, c'est une bonne question. Il faudrait être psychologue pour pouvoir répondre, puis j'imagine que ça serait du cas par cas. Parce que ça me rappelle comme quand des personnes sont accusées de conflit d'intérêts, souvent ils ne voient pas le conflit ou l'apparence de conflit d'intérêts. Alors je me demande si ces personnes, lorsqu'ils sont accusés de dépenser comme ça les fonds publics, comprennent vraiment l'image que ça projette et le message qui est interprété par la population.
Lord Acton disait que le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompent absolument, Frédéric. Et ici, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs politiciens, politiciennes qui finissent par s'imaginer que le pouvoir leur appartient, puis que c'est normal des soupers d'huîtres à 347 piastres, puis c'est normal le vin par-ci, le vin par-là. Valérie Plante a décidé de le rembourser là, quand Olivier s'est fait pogner, mais sinon, elle n'avait pas proposé quoi que ce soit à cet effet-là. Donc, on finit par s'installer dans une espèce de certain confort, en quelque sorte, puis c'est normal, c'est justifié, puis je suis pas beaucoup payé, donc c'est une espèce de bénéfice marginal et autres, et on perd un certain contact avec la réalité. Donc, est-ce que ces gens-là le réalisent? Je me répète, c'est du cas par cas probablement. Mais ce que je sais, par contre, c'est que la population, elle, le réalise drôlement. Le souper d'huîtres en question, moi, ça ne m'offusque pas outre mesure, je dois bien dire, mais quand on regarde tout ce qui se passe là, d'un point de vue panier d'épicerie, inflation de manière générale et difficulté des familles de joindre les deux bouts, très clairement que ces dépenses qui sont somptueuses, là, on va se le dire, passent de moins en moins bien. Et de ce fait-là, encore une fois, tant mieux que certains médias soient capables de les dénoncer. Frédéric Bérard, avocat, docteur en droit et chroniqueur avec nous tous les mercredis matins. Merci beaucoup. J'ai même, Frédéric, si je peux, une dernière citation. Vas-y. Bernard Shaw disait ceci, et tu me pardonneras la vulgarité, mais je pense que ça répond très bien à ta question. Les politiciens, c'est comme les couches, il faut les changer de temps en temps exactement pour les mêmes raisons. À la semaine prochaine. Au revoir.